Donc vous avez déjà applaudi, mais je vais vous demander d'applaudir encore une fois, mais là pour l'organisation, pour la section locale qui nous invite, enfin qui m'a invité, qui organise l'événement. Donc voilà, on peut les applaudir, les remercier. Et puis je vous applaudis vous aussi d'être venu assister à cette conférence diabolique autour d'un ouvrage qui tente de réhabiliter une grille de lecture relativement peut-être passée de mode, ou en tout cas voilà, difficile à porter, mais je porte ce sacerdoce sur mes épaules et j'espère que, en tout cas, au moins vous m'accompagnerez pour cette conférence, pour qu'on avance, pour faire avancer la réflexion. Alors le thème du jour, c'est le capitalisme à l'origine des guerres de religion, point d'interrogation. Alors j'ai choisi ce thème parce que déjà c'est l'un des thèmes de mon ouvrage, et aussi parce que c'est un point qui me semble intéressé, parce qu'il est revenu assez régulièrement dans ma tournée de promotion autour de cet ouvrage, car j'en suis déjà à la 5e conférence depuis le mois de décembre, donc une conférence par mois, plus voilà, quelques interventions à droite à gauche dans certains médias, d'ailleurs plus à droite qu'à gauche, parce qu'à gauche on n'invite pas trop. Et bon, le thème on va dire de l'imbrication entre le capitalisme et la religion revenait assez régulièrement, donc je pense qu'on met le doigt sur quelque chose d'important. D'ailleurs, j'en veux pour preuve un indicateur très relatif, mais quand même, si vous regardez sur l'annonce de la conférence sur le site Égalité et Réconciliation, il y a beaucoup de commentaires et les gens s'écharpent. D'habitude, il n'y a pas de commentaires sur une annonce de conférence. Enfin, c'est très rare. Alors que là, les gens sont déjà rentrés en débat. Ça suscite le débat. Donc, je vous le dis, je pense que deux grands axes comme ça, religion, capitalisme, qui se croisent, ça frotte et il en ressort quelque chose. À mon avis, peut-être plus à cause du côté religieux. Je pense qu'on est dans une période de crispation identitaire, culturelle et donc a fortiori religieuse assez marquée. Je pense que c'est surtout ça qui pousse les gens à une certaine forme de véhémence, mais en tout cas, pourquoi pas, c'est une base pour travailler. Alors je vous disais, c'est l'un des thèmes de mon ouvrage, parce que ce bouquin, cet ouvrage, dessine une ligne directrice qui est la suivante, que je vous énonce tout de suite. La ligne directrice de cet ouvrage, c'est que j'essaye de déterminer le positionnement de ce que j'appelle les autorités culturelles occidentales, les grandes figures de la culture occidentale. Donc elles sont répertoriées au nombre de 51 dans cet ouvrage. Et en fait, j'essaye de déterminer le positionnement des grandes autorités culturelles occidentales par rapport à l'avancée capitalistique. La question que je pose dans le bouquin, c'est quel rôle a joué telle ou telle figure, quel rôle a joué un tel et un tel vis-à-vis de l'édification de la société capitaliste, vis-à-vis de la prise de pouvoir du capitalisme sur nos esprits. Et j'essaye donc de situer les uns et les autres par rapport à cette problématique. Et donc ça va par ordre alphabétique d'Adorno à Wittgenstein et par ordre chronologique de Socrate à Habermas, qui est un penseur allemand assez peu connu mais qui est encore vivant et qui est notamment, pour ceux qui ne le savent pas, l'un des maîtres à penser d'Emmanuel Macron. On y reviendra peut-être dans les questions-réponses, c'est pas le sujet aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que j'aborde les religieux, et donc aujourd'hui on va parler de la question religieuse, parce que à partir du panel de portraits que je propose, on peut établir des classifications, des catégories. Donc on a la famille des familles, on a la famille des modernes, ça, Descartes, Pascal, Kant, voilà. On a la famille des postmodernes, donc Derrida, Lacan, Deleuze, voilà, ils sont traités dans le bouquin. On a les classiques, Socrate, Aristote, etc. On a les socialistes, Bakounine, Proudhon, Marx, ils sont traités, portraités. Et on a aussi les religieux, parce que je traite ou je portraite, si je veux utiliser ce néologisme dans l'ouvrage, Saint-Augustin, Saint Thomas d'Aquin, Martin Luther, Jean Calvin, Ignace de Loyola et Cornelius Janssen. Voilà, ce sont des portraits que je fais et qui, à mon sens, en tout cas c'est le défi que je me suis posé pour la réalisation de cet ouvrage et de cette conférence, permettent de faire avancer la réflexion par rapport à la problématique capitaliste dont je vous parle. Et donc parmi les thèmes ou les sous-thèmes contenus dans mon livre, il y a la question précise donc, des rapports entretenus par les grands initiateurs religieux avec le capitalisme. Mon point de vue sur ce thème a beaucoup évolué ces dernières années et il dépend principalement de la lecture que j'ai faite de l'ouvrage « Le bourgeois » de Werner Sombart. Est-ce qu'on a le bourgeois de Werner Sombart au stand Contre-Culture ? Ça va alors. Parce que si on ne l'avait pas,
Je vous aurais forcé à faire des Ave Marx, vous flageller toute l'après-midi. On l'a ou pas? Alors, Le Bourgeois de Werner Sombart, à mon sens, un indispensable parce que dans cet ouvrage, Werner Sombart souligne le rôle, entre autres, des prédispositions religieuses dans la composition de ce qu'il appelle, lui, l'esprit capitaliste. Et là, on va entrer directement dans le cœur de la conférence et dans le vif du sujet, car vous n'êtes pas sans savoir que Werner Sombart, dans ses travaux, alors il y a Le Bourgeois qu'on propose, mais aussi l'ouvrage Les Juifs et la vie économique. Je ne sais pas si on l'a, chez Contre-Culture, au stand Contre-Culture. Il nous faut Les Juifs et la vie économique de Werner Sombart. Dans ses travaux, Werner Sombart produit en fait un échange, un dialogue avec Max Weber. Avec Max Weber qui, lui, a écrit le célèbre, je ne sais pas si quelqu'un peut me citer l'ouvrage le plus célèbre de Max Weber. Le quiz a commencé. L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Et déjà, c'est intéressant de souligner qu'au début du XXe siècle, parce que là on est fin 19e, début du XXe siècle en Allemagne, il y a vraiment ces dialogues, fertiles et profonds autour de la question capitale, j'ai envie de dire, pour faire un jeu de mots, la question capitale du capitalisme. C'est-à-dire que la véritable préoccupation du début du XXe siècle, elle est autour de la marche forcée, la marche cannibale du capitalisme. Et d'ailleurs, petit aparté, j'en ai parlé dans ma conférence précédente, celle de Marseille qui n'est pas encore publiée, toute la philosophie du XXe siècle et a fortiori la philosophie des postmodernes tourne autour de la question du capitalisme et de l'avancée cannibale du capitalisme, parce que toute la philosophie du XXe siècle tourne autour de la question de la crise de la civilisation occidentale qui a trouvé son point d'acmé en 1914, comme vous le savez, et tous les postmodernes finalement ne font que tourner autour de ce que quelqu'un comme Martin Heidegger, ce penseur nazi ou pas peut-être, on peut en discuter, appelle lui l'arraisonnement capitaliste du monde. Voilà, donc c'est pour vous dire que c'est la véritable préoccupation. Peut-être c'est pas forcément évident d'un prime abord, mais c'est la véritable préoccupation philosophique, métaphysique des grands penseurs du XXe siècle. Et donc je vous parlais de l'étude de Max Weber sur l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, parce qu'elle est fondamentale cette étude, mais il y a une grande méprise qui est faite sur cette étude de Max Weber, parce que c'est une étude qui dévoile le lien intime donc, qui existe entre le protestantisme et le capitalisme. Mais le problème, c'est que cette étude, si elle dissocie avec justesse le luthéranisme d'un côté et le calvinisme de l'autre, par contre, elle élude le rôle historique joué par certains, et c'est ce que lui fait remarquer Werner Sombart, c'est ce que Werner Sombart fait remarquer à Max Weber, c'est le rôle historique joué notamment par les juifs et les catholiques dans l'avancée du capitalisme européen. Et un autre écueil par rapport à cette étude de Max Weber, c'est que cette étude de Max Weber, finalement, elle est très sociologique, mais elle n'intègre pas à sa réflexion ce qu'on va appeler la dialectique marxiste, parce que Max Weber n'est pas à proprement parler un marxiste, alors que Werner Sombart, lui, s'inscrit dans cette filiation. Et ce déficit de dialectique, je dirais presque anticapitaliste, dans la réflexion globale, va l'empêcher, à mon avis, empêche Max Weber d'appréhender totalement, de comprendre totalement ce qui est constitutif réellement du protestantisme d'un côté et du capitalisme de l'autre. En l'occurrence, le protestantisme luthérien est, à mon avis, à interpréter, si on veut être conséquent sur ce champ de réflexion, comme une réaction, je dis bien comme une réaction à la légitimation religieuse du capitalisme. Légitimation religieuse qui, avant tout, vient effectivement de la communauté religieuse juive et de la communauté religieuse catholique. En termes très concrets, le prêtre Luther placarde ses 95 thèses de protestation, qui sont assez célèbres, qui fondent la réforme, en 1517, c'est à partir de ce moment-là qu'il lance la révolte finalement protestante sur l'Europe. Mais je pense que cette révolte trouve son origine non pas en 1717, mais en 1510, quand Martin Luther, qui est un moine, faut savoir que c'est un moine allemand, augustinien, fils de paysan, ascète, on imagine, c'est un mec qui vit dans une grotte, qui vit rudement, et en fait,
en 1510, il fait un pèlerinage à Rome, et il est scandalisé par ce qu'il découvre lors de ce pèlerinage. Il faut bien se mettre à sa place. C'est un moine augustinien qui traverse l'Allemagne en direction de Rome en espérant mettre un pied dans une sorte d'apothéose physique chrétienne, et qui arrive dans une ville qui est complètement livrée aux prostituées, aux rançonneurs, et là le rêve s'effondre totalement. Et Martin Luther est complètement scandalisé, non seulement par cet état de fait, mais aussi par la gestion papale, et ça c'est notamment et principalement dû à ce qu'on appelle le commerce des indulgences. Si vous voulez, on pourra développer cette question dans les questions-réponses. Et si on rajoute à ça ce qu'il découvre à Rome, la gestion papale scandaleuse avec le commerce des indulgences, plus la corruption de l'Église d'un point de vue plus large par rapport à une certaine dérive crématistique, pré-capitaliste, notamment avec ce qu'on appelle le trafic des prébendes, tout ça vous donne un cocktail qui fait que Martin Luther retourne en Allemagne très énervé, rumine pendant quelques années et effectivement, quelques années plus tard, lance la révolte. Et à mon avis, c'est déterminant. À mon avis, c'est déterminant et constitutif de ce que représente le protestantisme luthérien, qu'il faut dissocier du protestantisme calviniste, et on va y venir. Parce que là, il faut comprendre, je vous parle du XVIe siècle. On est dans un contexte européen qui est en voie accélérée de dévoiement financier, de dévoiement spéculatif. Et si vous voulez, ce contexte est symbolisé par la montée en puissance des dynasties bancaires, qui sont principalement juives à ce moment-là, et aussi on va dire laïques, dans le sens où il y a pas mal de dynasties bancaires qui émergent à ce moment-là, qui viennent du milieu des humanistes italiens. Voilà. Et finalement, l'Église catholique ne s'est pas opposée à ce contexte européen et à cette émergence, et j'ai envie de dire bien au contraire. Se pose là, par exemple, la question de l'édification du purgatoire par l'Église. On y reviendra peut-être aussi tout à l'heure dans les questions-réponses. Donc on a à ce moment-là des nouvelles classes capitalistes qui se développent, qui se sont enrichies par le commerce, par l'usure, par le mercenariat militaire. La plus illustre de ces familles, c'est la famille des Médicis, par exemple. Et ce mouvement général que je suis en train de vous brosser, c'est ce mouvement qui va dicter sa conduite finalement aux grandes idéologies, religieuses ou pas, j'ai envie de dire quelles qu'elles soient, et pas l'inverse. Voilà, c'est ce mouvement qui prend le pouvoir moteur sur l'histoire. Et après, il est question de déterminer qui s'y est opposé, sous quelle forme, qui a accompagné, et c'est ce que j'essaye de faire devant vous et dans l'ouvrage. Et j'ai l'impudence de considérer que le judaïsme et le christianisme ont joué un grand rôle à cet égard en termes de pénétration et de compromission, là où effectivement lui par contre l'humanisme italien, le pré-laïque athée a joué un rôle évident aussi, mais plus un rôle je dirais de revendication idéologique. Il y a quand même un échelonnage historique. Et dans ce contexte, qui est un contexte je dirais géographiquement latin, et il faut avoir en tête presque cette dichotomie géographique, parce qu'elle explique à mon avis beaucoup de choses. Dans ce contexte latin, c'est vrai que la résistance, je dirais anticapitaliste, elle va effectivement être incarnée par quelqu'un comme Luther, comme Luther, de l'autre côté du Rhin, par quelqu'un d'austère, l'austère Luther comme je l'appelle. C'est plutôt lui qui va porter cette résistance. Et une lecture, je dirais, rapide, pressée, un peu primaire de l'ouvrage de Max Weber, qui est un grand classique, nous pousserait à interpréter, mais c'est vrai que c'est dans l'inconscient populaire, nous pousse à interpréter le protestantisme comme une rupture historique entre un monde traditionnel qui serait vertueux par rapport à la question du capital, et un monde moderne qui serait hypocritement mammonique. À travers ce que représenterait, selon cette lecture, le protestantisme. Alors que, en réalité, à mon avis, le protestantisme est côté luthérien une réaction anticapitaliste au contexte dont je vous parle, et côté calviniste une réaction capitaliste au contexte dont je vous parle, et à l'hypocrisie de ce monde traditionnel judéo-christiano-humaniste qui finalement, malgré les apparences,
constitue relativement un bloc qui s'est accommodé de la dérive capitaliste. Et entre ces deux réactions luthériennes et calvinistes révolutionnaires, alors quand je dis révolutionnaire, c'est révolutionnaire au sens, effectivement, elle marque une certaine rupture. Je ne suis pas en train de dire que le calvinisme est révolutionnaire, par exemple. Et ben, entre ces deux réactions, il y a une autre réaction, historiquement, qui est, à mon sens, indispensable d'étudier. C'est la réaction, justement, produite par le monde traditionnel judéo-christiano-humaniste, c'est le jésuitisme. Le jésuitisme, parce qu'entre Luther et Calvin, il y a Loyola. Voilà. Encore une fois, je vous pousse à lire les portraits dans l'ouvrage, qui sont éclairants par rapport à la problématique que je traite. Alors, le jésuitisme, la Compagnie de Jésus. La Compagnie de Jésus est une réponse au luthéranisme. La Compagnie de Jésus est une réponse lancée par le pouvoir judéo-catholique, on va dire comme ça, pour reconquérir les esprits gagnés notamment en Europe du Nord, à partir de l'Europe, on va dire d'Allemagne et en direction de l'Europe du Nord, les esprits gagnés par le protestantisme luthérien. C'est ce qu'on appelle la contre-réforme. Et le jésuitisme finalement propose une mise à jour du compromis traditionnel avec le capitalisme afin de coller justement avec les nouvelles aspirations bourgeoise, émergente, dont je vous ai parlé. Et j'ai bien dit judéo-catholique, car si Loyola n'était pas juif, Ignace de Loyola, le fondateur du jésuitisme, n'est pas juif, la plupart de ses compagnons, mais ça c'est très peu connu, et c'est très peu dit, la plupart de ses compagnons cofondateurs, ils étaient 7 cofondateurs, l'étaient. Enfin, on va dire qu'une majorité, une bonne moitié, étaient ce qu'on appelait des judéo-conversos. Et c'est pas anodin, et c'est pas, comment dire... on ne peut pas faire l'économie de cette remarque dans la réflexion, à mon avis, sachant que ça dessine encore, j'ai envie de dire géographiquement, ça dessine encore quand même une certaine engeance, puisque la plupart des jésuites, des compagnons de Loyola sont des Espagnols, Français, des Maranes, qui se sont rencontrés, on va dire, qui ont consolidé leur parcours et leur émulation à l'Université de Paris, à l'Université catholique de Paris, qui à ce moment-là est la courroie de transmission universitaire du pape, du Vatican et de toute une idéologie chrétienne. Et donc, à mon avis, c'est indispensable de faire entrer cette réflexion dialectique dans la compréhension de ces guerres de religion. Et bizarrement, il y a un autre mouvement qui va venir concurrencer le luthéranisme allemand, donc après le jésuitisme français et espagnol, c'est le calvinisme. Et le calvinisme, il faut savoir que Calvin, dont le vrai nom est probablement Cohen, alors ça c'est pareil, c'est quelque chose qui est assez peu démontré, assez peu cité. Moi la seule source, on va dire, officielle que j'ai trouvée là-dessus, c'est Eustace Mullins. Voilà, donc je vous encourage à faire vos propres recherches. Mais il est très probable que Jean Calvin s'appelait en fait Jean Cohen. Et il faut savoir que Calvin a côtoyé Loyola et ses amis compagnons judéo-conversos à l'Université de Paris. Donc on peut supposer que, en tout cas c'est une hypothèse peut-être un peu complotiste que je fais, on peut supposer que le réformisme calviniste a été lancé avec une certaine complicité catholique malgré les apparences, je dirais presque dans un esprit justement de reconquête, de partage du monde. Et même si on ne pousse pas la réflexion, enfin si on ne pousse pas l'hypothèse jusque-là, on constate en tout cas, quoi qu'il arrive, que le calvinisme est une orientation résolument capitaliste, franchement capitaliste, et qui procède d'une relecture juive, littéralement juive, du protestantisme luthérien. En fait, Calvin judaïse Luther. C'est comme ça qu'il faut comprendre le calvinisme, à mon avis. Bref, on a donc, si vous suivez, on a donc une offensive capitaliste ou anti-capitaliste, on va dire, française, je mets bien latine entre guillemets, sur le nord de l'Europe, avec les jésuites et les calvinistes, qui va engendrer une riposte
interne qui va venir, elle aussi, du nord de l'Europe. Parce que, par exemple, les grands centres calvinistes, historiquement, vous en avez un pas loin. Et il me semble que Strasbourg est un grand centre calviniste, historiquement. Édimbourg, Amsterdam, voilà, ce sont des centres régionaux qui ont été conquis par l'idéologie calviniste, avant évidemment de parler des États-Unis et de développer. Mais si vous voulez, voilà, c'est cette région de l'Europe qui est touchée par cette guerre de religion et par ces affrontements, réforme contre réforme, pouvoir catholique constitué, etc. Et donc on a une riposte qui va être lancée du nord de l'Europe face à l'offensive latine, jésuite et calviniste, qui est assez peu connue et qui est assez décriée, c'est le jansénisme. Le jansénisme, que je traite dans l'ouvrage à travers le portrait de Cornelius Jansen, est lancé, les gens ne le savent pas forcément, est lancé depuis les Pays-Bas. Le jansénisme est lancé par un prêtre qui s'appelle Michel de B et par un évêque qui s'appelle Cornelius Jansen, qui sont donc des catholiques, mais qui sont des catholiques qui sont choqués par les manipulations théologiques auxquelles se livrent les jésuites et les calvinistes, parce que en réalité, là, on fait que brosser le tableau, mais les jésuites et les calvinistes se livrent à des exercices de... Enfin, ils tordent les propos religieux, ils tordent les principes religieux, ils tordent les principes de foi pour faire avancer leur pion, entre guillemets, et effectivement, ça crée du remous et ça choque. Par exemple, les principes de grâce, les principes de prédestination, les principes de salut de l'âme, les principes de péché, tout ça sont des principes qui sont relativement tordus par les calvinistes et les jésuites, et encore une fois qui choquent une certaine frange des catholiques, et notamment ces catholiques hollandais qui vont créer le jansénisme parce que littéralement parce qu'ils vont rentrer en concurrence avec ce que vont proposer par exemple les jésuites, qui vont s'implanter physiquement en concurrence avec eux aux Pays-Bas. Par exemple, Michel de B et Cornelius Jansen, dont je vous parle, ils enseignent à l'Université catholique de Louvain, et devant eux va s'ouvrir un centre théologique jésuite qui va finalement créer une sorte de rivalité théologique. Donc il y a aussi ces explications matérielles là. Et c'est comme ça c'est dans ce contexte que se développe le jansénisme, qui lui fait la promotion d'un idéal de rigueur et de dénuement sur les questions de la foi, qui est peu compatible en réalité avec l'accommodement moral que proposent justement Loyola et Calvin par rapport au capitalisme. C'est pour ça que le jansénisme va rapidement être condamné par l'Église pour hérésie. Donc, né aux Pays-Bas contre une certaine influence française, entre guillemets, parce qu'il faut savoir, d'ailleurs je ne vous l'ai pas dit, il faut savoir que Jean Calvin est un Français. Alors je vous dis que son vrai nom c'est Cohen machin, mais les gens pensent que c'est un Suisse parce qu'il a lancé sa réforme depuis Genève, mais Jean Calvin est un Picard de base. Picard juif, mais bref, donc si vous voulez, le jésuitisme et le calvinisme, c'est quand même identifié comme des mouvements français, on va dire, par le reste de l'Europe. Et donc, né aux Pays-Bas, par rapport ou en réaction à l'influence française, le jansénisme va parcourir dialectiquement l'Europe aussi, puisqu'il va retourner vers la France. Et parce que c'est en France que le jansénisme, qu'on peut considérer comme une sorte de réforme catholique aussi, c'est en France que le jansénisme va trouver le plus d'écho et prendre une forte dimension politique, parce qu'il va être brandi par les ennemis du pouvoir théocratique. Pouvoir théocratique, c'est-à-dire l'alliance du Saint-Siège et du roi, donc à l'époque c'est Louis XIV. Et précisément, c'est ce que nous enseigne le marxiste Lucien Goldman, qui est un disciple de Georges Lukács, dont je fais le portrait dans l'ouvrage aussi. Le marxiste Lucien Goldman, dans un ouvrage célèbre, fait la démonstration que le jansénisme politique est une réaction de ce qu'il appelle, lui, le milieu de la robe, c'est-à-dire les membres de la noblesse et de la bourgeoisie française, qui officient dans les finances et dans la justice, mais qui sont peu à peu écartés du pouvoir et qui sont remplacés par des fonctionnaires de la noblesse féodale. Et en fait, c'est ce milieu-là, qui est un milieu constitué social finalement assez fort et assez ancré en France, qui est dans un contexte, on est dans le contexte de la Fronde, on est juste après la Fronde dans ce moment-là en France, donc on est vraiment dans un contexte de lutte politique
et j'ai envie de dire presque civilisationnelle de premier rang. Et on a un gros rapport de force politique qui se crée à ce moment-là entre les résistants jansénistes, donc résistants à la théocratie, au pouvoir, qui sont d'ailleurs présentés eux comme des intégristes religieux, comme des fanatiques de l'époque, et donc le pouvoir royal théocratique. Et ça, cette lutte est à mon avis emblématique et fondamentale dans l'histoire de France parce qu'elle va notamment trouver une énorme résonance dans ce qu'on appelle le parlementarisme. C'est-à-dire qu'elle va s'illustrer, elle va s'incarner dans la lutte des parlementaires par rapport au pouvoir central. Et ça, on peut continuer cette histoire de France et trouver une résonance avec ce qu'on est en train de vivre, aujourd'hui, parce qu'Emmanuel Macron est un monarque. Alors je saute mettre des médiations, bien sûr, mais Emmanuel Macron est un monarque quasiment de droit divin qui écrase littéralement le système démocratique français, la représentation citoyenne et parlementaire. Et c'est assez truculent de constater qu'on est finalement... on n'est peut-être pas sorti de la monarchie absolue de ce point de vue-là. Mais bref, revenons à nos moutons. Le rapport de force dont je vous parle va prendre différentes formes dans l'histoire. Notamment, dans le bouquin, je parle de la querelle des anciens et des modernes. Je ne sais pas si vous connaissez la querelle des anciens et des modernes au niveau culturel. Bon, c'est pareil, peut-être qu'on développera tout à l'heure, mais à mon avis, elle s'inscrit exactement dans cette même logique. Donc, basiquement, les adeptes de Jansen en France vont être persécutés, vivement persécutés, jusqu'à totalement disparaître au XIXe siècle, mais non sans avoir eu un grand impact sur les mentalités du grand siècle français, XVIe siècle, dans un premier temps sur les mentalités bourgeoises. Parce que c'est l'une des démonstrations que je fais dans l'ouvrage, c'est de considérer que c'est une erreur de faire de la culture bourgeoise un bloc monolithique et qu'il est, à mon avis, important de souligner le fait qu'il y a une phase ascendante et une phase décadente dans l'histoire de la culture bourgeoise et que lors de sa phase ascendante, elle s'est notamment arc-boutée sur des principes religieux qui étaient les principes, en tout cas qui pouvaient entrer en résonance avec les principes religieux du jansénisme à travers la figure de quelqu'un comme Pascal. C'est pour ça que dans mon bouquin, je parle beaucoup de l'affrontement entre Pascal et Descartes, et je dis que Pascal est la figure, l'illustration de la grandeur de la culture bourgeoise, alors que Descartes, lui, est peut-être effectivement la figure de mouvement décadent de la bourgeoisie. Bon, on y reviendra aussi si vous voulez. Mais vous voyez, ce que j'ai voulu démontrer devant vous, ce sont ces rapports dialectiques que je veux mettre en évidence pour reposer le débat. Et je veux remettre en évidence une certaine lutte aussi au niveau géographique, j'en parlais, puisqu'on a tendance à faire par exemple des anglo-saxons les émissaires du capital, alors que, à mon avis, les grands anticapitalistes sont littéralement des saxons, c'est-à-dire des Allemands. Luther, Hegel, Engels, Marx, Hitler, je sais pas. Bon, je sais pas si on peut mettre Hitler. Alors que les grands compromis avec le capitalisme, à mon avis, de ce point de vue-là, qui est peut-être un peu surprenant pour vous, sont plutôt des latins, justement. Mais il y a une forme de propagande de laquelle on a du mal à se défaire, même nous, aujourd'hui, au XXIe siècle en France, parce que finalement, on est encore enserré dans une forme de bulle réflexive autour de ces questions. Donc à partir de ce que je viens de vous exprimer, j'en tire trois conclusions. La première, c'est que finalement, à mon avis, les anglo-saxons, et j'ai envie de dire là pour le coup, les anglais, sont beaucoup moins, alors ça veut dire Adam Smith, John Locke, David Hume, Hobbes, principalement c'est ces figures-là dont je parle, finalement, avec le recul, elles me paraissent beaucoup moins hypocrites sur la question du capital que les Européens continentaux, que ce qu'on a pu, nous, finalement, véhiculer à travers l'histoire. Deuxième idée, c'est que la germanophobie, qui est très ancrée dans les milieux de droite, et qui a mené à une catastrophe, qui est la catastrophe de la Première Guerre mondiale, en grande partie, s'explique aussi par ce que je viens de vous démontrer.
Ce qui tend à confirmer d'ailleurs, et c'est l'un de mes chevaux de bataille, que la bourgeoisie conservatrice, à mon avis, a fait un choix civilisationnel de soumission au capital et qui se ressent tous les jours à travers l'histoire et qu'on n'a pas fini d'en payer les pots cassés. Et troisième idée, c'est que, en ce qui concerne la France est enferrée dans une situation paradoxale qui se retranscrit jusqu'aujourd'hui. Et à mon avis, il faudra bien un jour qu'on s'en émancipe. Et c'est pour ça que, entre autres, modestement, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre qui, j'espère modestement, constitue une petite pierre apportée à cet édifice d'émancipation. Et on va dire que je pose une petite brique de réconciliation entre la bourgeoisie authentique et on va dire sa forme originelle, voilà, et ce que peut représenter la culture prolétarienne dans ce qu'elle a de meilleur, et notamment dans la vraie culture traditionnelle française socialiste qui est énormément riche et fertile. Donc j'en ai terminé de ma conférence et de ma démonstration. Je pense que ça va susciter des questions et peut-être des remarques de votre part. Et je vous encourage, voilà, dans les questions-réponses à débattre, courtoisement bien sûr, mais on va dire que j'ai mis un peu le pied dans le plat et donc j'espère qu'on va avoir un échange intéressant lors de la séance des questions-réponses. Voilà.